Bien, donc on va corriger maintenant l'exercice 6, toujours dans les applications linéaires. Je rappelle rapidement le principe, l'énoncé de l'exercice. Vous avez un endomorphisme de R3 qui a x, y, z, qui est donné par son expression analytique. Et donc la première chose, c'est de trouver la matrice de f dans la base canonique. Puis ensuite, il faut démontrer que le noyau de f est une droite vectorielle et donner une base de ce noyau qui va s'appeler U1. Et puis, il faut donner une base de image de f. Après, on va s'intéresser au noyau de f plus l'identité de R3 et on va chercher une base de ce noyau qui va s'appeler U2, U3. Ensuite, on va constituer à partir de ces trois vecteurs U1, U2, U3 une famille de vecteurs de R3 et il faut démontrer que c'est une base de R3. Et puis après, donner la matrice de F dans cette nouvelle base. Donc ça, c'est des choses classiques par rapport à l'étude d'une application linéaire. La question suivante, elle est un petit peu moins classique. Et dans cette question, on donne un plan, on donne un ensemble P de vecteurs de R3 qui vérifie cette relation x moins y plus z égale 0. Et donc, il faut d'abord donner une base de P. Alors, bien sûr, on va implicitement démontrer que P est un sous-espace vectoriel de R3, et même il sera de dimension 2. Voilà, ça, on va le voir. Et puis surtout, la nouveauté, c'est qu'il faut démontrer que P est stable par F. Qu'est-ce que ça veut dire P stable par F? Ça veut dire quand vous prenez un vecteur qui appartient à P et vous calculez son image par F, et bien le résultat, le vecteur que vous allez obtenir, c'est un vecteur qui appartient aussi à P. Ce n'est pas un vecteur qui va sortir de P et qui n'appartient pas à P. Voilà. Donc, on commence par la question 1. Et donc, là, pour trouver la matrice de f dans la base canonique, eh bien, il suffit de calculer les images des vecteurs de la base canonique. Donc f de E1 c'est f de 1, 0, 0. Et donc on trouve 3, 5, 1. 3, 5, 1. Ensuite f de E2 qui est f de 0, 1, 0. Donc là il suffit de remplacer ici. Alors je ne l'ai pas dit pour le premier, mais je le dis pour celui-là. Je remplace x par 0, y par 1 et z par 0. Et donc ça va donner moins 4, moins 6, moins 1. Et puis après, f de E3, ça sera f de 0, 0, 1. Et donc ça va nous donner 8, 10 et puis 1. Voilà. Donc j'ai les images des vecteurs de la base canonique. Et donc, il suffit pour former la matrice, de poser ses coefficients au niveau des colonnes, c'est de poser ses coordonnées au niveau des colonnes. Donc là, ainsi, m égale, donc là, la première c'est 3, 5, 1. Donc là, j'ai f de E1 dans la base E1, E2, E3, moins 4, moins 6, moins 1, et puis 8, 10 et 1. Voilà. Donc là, j'ai ma matrice M. Alors, petit b, il faut montrer que le noyau est une droite vectorielle. Donc, on peut tout simplement rechercher les vecteurs du noyau et puis caractériser le noyau. Donc, je vais dire que ker de f égale l'ensemble de x, y, z appartenant à R3 tel que f de x, y, z égale le vecteur nul. Et donc ça va être égal, donc là je fais une grande accolade, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z appartenant à R3 tel que, et là j'ai un système. Alors ce système c'est 3x
moins 4y plus 8z égale 0. Et puis 5x moins 6y plus 10z égale 0. Et puis x moins y plus z égale 0. Et je ferme la grande accolade. Ben, tout simplement, ce système, je peux l'appeler S. Et puis quand je vais résoudre ce système, je vais trouver les vecteurs du noyau de F. Alors, ce système, je commence par l'échelonner. Donc je vois déjà qu'il y a un pivot intéressant à ce niveau-là. Donc je vais permuter les lignes 1 et 3. Donc là, ça va donner x moins y plus z égale 0. Ensuite, 5x moins 6y plus 10z égale 0. Et puis 3x moins 4y plus 8z égale 0. Et donc ça, c'est l'équivalent. Donc là, je vais utiliser le x comme pivot. Donc c'est l'occasion pour rappeler à chaque fois comment on fait pour résoudre ces systèmes. Donc là, la première ligne, je ne change rien. Par contre, la deuxième ligne, c'est la ligne 2, moins 5 fois la ligne 1. Donc ça, au niveau des x, ça va donner 0. Et moins 6y moins 5y, ça va donner moins y. Et puis 10z moins 5z, ça va donner 5z. Donc plus 5z égale 0. Et puis ici, ça va être L3 moins 3L1. Donc au niveau du x, ça va donner 0. Et là, moins 4y moins y, ça va donner moins 3y, ça va donner moins y. Et puis 8z moins 3z, ça va donner plus 5z. Et j'obtiens la même chose. Et donc là, je peux exprimer en fonction de z. Donc j'aurai déjà y qui est égal à 5z, et puis x qui est égal à y moins z, c'est-à-dire le y, je peux le remplacer par 5z, ça va donner 5z moins z, ça va donner 4z. Et donc, ainsi, ker de f égale l'ensemble. Cette fois-ci, j'ai plus l'ensemble de x, y, z qui vérifie ça, mais comme il y a équivalence, je peux dire que c'est l'ensemble des 4z, des vecteurs de la forme 4z, 5z, et puis z, avec z appartenant à R. Soit, ker de f égale avec, donc là, on voit le vecteur qui est générateur de ker de f, et bien c'est le vecteur de coordonnées 4, 5, 1. Et ça tombe bien, c'est bien le vecteur qu'on nous demande, puisqu'on nous demande un vecteur U1 dont la troisième coordonnée est égale à 1. Et là, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien passé. Donc là, U1, donc là, je peux souligner ça, et puis dire que U1 est égal à 4, le vecteur 4, 5, 1. Donc voilà pour cette question-là. Alors, après, je vais garder la matrice, je vais effacer cette partie-là. Après, je passe à la question C. On nous demande une image, enfin une base de image de F. Alors bien sûr, je peux commencer par appliquer la définition et la propriété caractéristique qui a suivi, en disant que image de F est égale à vecteur de f de E1, f de E2, f de E3. Donc comme ça, on a une famille génératrice qui est donnée par ces trois vecteurs. Et après, il faut chercher si la famille est libre ou non. Si elle est libre, donc on a tout de suite une base. Si elle n'est pas libre, eh ben, il faut réduire et réduire jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une famille libre. Mais on a un théorème très efficace qui s'appelle le théorème du rang, et on connaît la dimension du noyau de F, qui est 1. Donc là,
je peux dire dimension de kerre de f est égale à 1. Et d'après le théorème du rang, donc là je suis sur la question C, et d'après le théorème du rang, dimension de image de f est égale à la dimension de R3 moins la dimension de kerre de f. Alors la dimension de R3 c'est 3, évidemment, et on a la dimension du noyau, donc on connaît maintenant la dimension de image de f. Donc ainsi, dimension de image de f égale à 2. Et on aurait pu trouver aussi ce résultat en cherchant le rang de cette matrice. On aurait trouvé la même chose, 2. Donc il y a plusieurs façons de faire, mais comme on a déjà la dimension du noyau, on utilise le théorème du rang et on a tout de suite le résultat. Alors, maintenant, comme je sais que la dimension de image de f c'est 2, je sais que toutes les bases de image de f contiennent 2 vecteurs, qui appartiennent bien sûr à image de f. Donc, il suffit de chercher 2 vecteurs de image de f qui forment une famille libre. Mais comme ces 2 vecteurs, eh bien, il suffit d'avoir 2 vecteurs non collinéaires. Donc, il suffit de donner 2 vecteurs non collinéaires de image de f. Et là, justement, on en a, par exemple, là, on a l'embarras du choix. Par exemple, on peut prendre celui-là et celui-là. Ils appartiennent tous les deux à image de f, puisque le premier, c'est l'image de E1 par f. Le deuxième, c'est l'image de E2 par f, donc ils appartiennent à image de f. Et en plus, ça se voit, ils ne sont pas collinéaires. Donc là, je peux dire f de E1 et f de E2. Bon, je vais l'écrire. F de E1 appartiennent à image de f. F de E2 appartiennent à image de f. Alors, je vais effacer de ce côté-là. Je vais le garder pour tout à l'heure, le vecteur U1. Donc, f de E1 et f de E2 ne sont pas collinéaires. Donc, la famille f de E1, f de E2 est une famille libre de image de f. Et comme dimension de image de f égale 2, alors cette famille f de E1, f de E2 est une base de image de f. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, ensuite, maintenant, on va chercher une base qu'on va appeler U2, U3 du noyau de f plus l'identité. Donc, je pense que c'est le plus simple, c'est d'abord de chercher la matrice associée à cet endomorphisme. Ah, c'est dommage, j'ai effacé l'autre matrice, mais c'est pas grave. Donc là, je peux passer à la question 2. Et donc, je vais noter L' égale la matrice de F plus identité de R3 dans la base canonique. Et bien, M' égale, donc là, c'était ici 3, donc il faut ajouter 1 à
tous les coefficients de la diagonale de M. Et puis les autres ne changent rien puisqu'on ajoute 0. Donc là, ça va donner 4, moins 4, et puis 8. Et puis 5, moins 5, et puis 10. Et puis après 1, moins 1 et 2. Voilà. Et donc là, je vais dire le quart de F plus l'identité de R3, c'est l'ensemble, c'est comme tout à l'heure, des x, y, z, tel que f de x, y, z, pardon, f plus l'identité de R3 de x, y, z égale 0, 0, 0. Et là, comme tout à l'heure, une grande accolade. Et là, c'est l'ensemble des x, y, z qui vérifie le système suivant. Alors, il faut faire le produit de cette matrice par la matrice colonne x, y, z. Alors, bon, je le fais directement et je vous laisse le soin de le vérifier. Donc, ça va faire 4x moins 4y plus 8z égale 0. 5x moins 5y plus 10z égale 0. Et x moins y plus 2z égale 0. Et là, je remarque que c'est un système redondant puisque vous avez la même équation qui revient, mais à chaque fois multipliée par un coefficient différent. Par exemple, là, si je divise les deux membres de l'égalité par 5, je vais retomber sur cette équation. Et là aussi, si je divise tous les membres de l'égalité par 4, je vais retomber sur cette équation. Donc là, je peux dire que ça, c'est égal. Donc c'est égal à l'ensemble des x, y, z appartenant à R3 tel que x moins y plus 2z égale 0. Alors ce que j'ai fait, donc on a là plusieurs possibilités. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai exprimé x en fonction de y et de z. Mais on aurait pu aussi exprimer y en fonction de x et de z, ou z en fonction de x et de y. Là, et bien sûr, là, ici, on ne va pas trouver nécessairement le même résultat, mais tous ces résultats sont justes, quelle que soit la démarche que vous avez effectuée. Donc là, ça donne l'ensemble des vecteurs qui sont de la forme, donc le x, je le remplace par y moins 2z, et puis y, et puis z, avec yz appartenant à R. Et là, je vois que là, vous avez l'habitude de faire ça, c'est-à-dire de séparer ce vecteur en deux parties, une partie qui ne dépend que de y et une partie qui ne dépend que de z. Et là, je vous donne directement le résultat, soit quart de f plus l'identité égale avec, alors là j'aurai 1, 1, 0, et puis moins 2, 0, 1. Voilà. Et donc ce vecteur-là, je peux dire que celui-là c'est le vecteur U2 et celui-là c'est le vecteur U3. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas si vous avez trouvé un autre résultat, c'est que vous avez c'est-à-dire exprimé y en fonction des deux autres, et c'est normal puisque là on est dans un, comme je l'avais déjà expliqué plusieurs fois, on est dans un plan vectoriel, donc on peut donner ce vecteur-là et ce vecteur-là, mais bien sûr si vous prenez autrement, vous pouvez aussi donner ce vecteur-là et ce vecteur-là. Donc il y a une infinité de possibilités de vecteurs. Voilà. Alors, U2, U3 est une famille génératrice de ce noyau.
ça c'est évident. En plus, ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, donc ils forment une famille libre, et donc c'est une base de ker de f plus identité de R3. Donc U2, U3, famille génératrice de ker de f plus identité de R3. Ils ne sont pas collinéaires. Ils ne sont pas collinéaires. Donc, c'est une famille libre. Libre. Et donc, la conclusion, U1, enfin U2, U3, pardon, est une base de ker de f plus identité de R3. Voilà. Donc, ça c'est bon. On a trouvé. Donc, comme c'est de dimension 2, c'est ce qu'on appelle un plan vectoriel aussi. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, à partir de ces trois vecteurs, U1, U2, U3, on va former une famille de vecteurs et on va démontrer que c'est une base. Alors, je ne vais pas faire le calcul puisque là, vous avez l'habitude. On va dire petit 3a, donc le rang de U1, U2, U3 égale le rang de la matrice, donc 4, 5, 1, 1, 1, 0 et moins 2, 0, 1. Et donc, je vous laisse faire le calcul, il est simple, vous avez l'habitude. Vous avez là un pivot magnifique qui est le 1. Donc, il suffit de permuter et puis de faire les opérations sur les lignes. Et vous allez trouver que c'est 3. Et donc, U1, U2, U3 est une famille libre. Famille libre à 3 vecteurs de R3. Donc, c'est une base de R3. Voilà. Ça, c'est normalement ce type de question, vous allez le trouver même dans des épreuves de concours. Il faut avoir aucun problème avec ce type de question. Il faut essayer de le traiter efficacement et rapidement. Voilà. Maintenant, il faut trouver la matrice de F dans cette nouvelle base. Alors, donc petit b, alors cette matrice, je l'appelle D, qui est égale, et donc comme d'habitude, je fais le cadre, c'est F de U1, F de U2, F de U3, dans la base U1, U2, U3. Et là, pour calculer les images de ce vecteur, surtout, n'allez pas chercher la matrice d'origine et refaire les calculs. Il faut tout simplement regarder ce qu'on a comme résultat et essayer de l'exploiter au maximum. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'efface ça. Je sais que U1, il appartient à ker de F. Donc, F de U1 égale vecteur nul de R3. Donc là, c'est réglé. Donc F de U1, ça va faire 0, 0, 0. Ensuite, U2. Qu'est-ce que j'ai comme renseignement sur U2? Il appartient à ker de F plus l'identité de R3. Et comme je vous ai dit, lorsqu'un vecteur appartient au noyau d'une application linéaire, quand on a ce renseignement, eh bien, il ne faut pas rester les mains liées devant ce type de renseignement. Il faut tout de suite le traduire et dire, eh bien, l'image de ce vecteur par cette application linéaire est égale au vecteur nul. Et donc, c'est ce que je vais faire là. Donc, f plus
l'identité de R3 de U1 égale, enfin pardon, de U2 est égal le vecteur nul, soit f de U2 plus, donc l'identité de U2 c'est U2 égale vecteur nul de R3. Et donc ça, f de U2 égale à moins U2. Et là, je vois que lorsque j'exprime ce vecteur dans la base U1, U2, U3, il peut s'exprimer comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs avec les coefficients 0 pour U1, moins 1 pour U2 et 0 pour U3. Donc là, j'aurai tout simplement 0, moins 1, 0. Et de même, on a f de U3 égale à moins U3. Et donc là, j'aurai 0, 0, moins 1. Alors là, c'est intéressant. On obtient à nouveau une matrice diagonale, qui est, comme l'indique son nom, D. Et cette fois-ci, les coefficients qu'on a sur la diagonale, on a 0, on a moins 1, et on a moins 1 une nouvelle fois. Et là, il faut faire le lien avec ce que je vous ai dit déjà dans un exercice, je pense que c'était l'exercice 4, on avait trouvé sur la diagonale 1, 2, 3. Et je vous ai révélé le secret, pourquoi 1, 2, 3. Alors maintenant, le défi que je vous laisse relever, et puis bien sûr, vous pouvez me demander là-dessus si vous avez bien compris, c'est est-ce que c'est possible de prévoir ce résultat à l'avance, rien qu'avec la matrice, enfin, je ne sais pas où il est, la matrice ou bien la matrice de départ, est-ce que ce résultat, il y avait la possibilité de le prévoir à l'avance? Voilà. Donc je vous laisse essayer de relever ce défi et de voir si vous pouvez trouver ces valeurs avant de faire l'exercice. Rien qu'avec la matrice, vous prenez la matrice et vous dites, tiens, cette matrice, je pourrais la transformer en matrice diagonale avec tel coefficient sur la diagonale. Ok. Allez, on va passer à la dernière question, la question 4, et qui est une question un petit peu originale par rapport à ce qu'on a fait déjà. Alors, bon, la question A n'est pas si originale que ça. Ça, c'est du classique. Donc là, je pose P égale l'ensemble des x, y, z appartenant à R3 tel que x moins y plus z égale 0. Et donc ça va faire... Alors qu'est-ce que j'ai fait moi au niveau de... Pour rester cohérent avec ce que j'ai fait, ben, j'ai remplacé là aussi x, bon, j'ai fait exactement la même chose que dans l'autre exercice, mais j'aurais pu ici exprimer y en fonction des deux autres. Bon, moi j'ai fait le choix d'exprimer x en fonction de y et de z. Donc ça va donner y moins z, y et puis z, avec yz appartenant à R. Et donc soit P égale vect. Alors là, je vais avoir la partie en Y, ça sera 1, 1, 0. Et puis, la partie en Z, ça sera moins 1, 0, 1. Voilà, donc, ces deux vecteurs qui forment une famille génératrice de P. Donc, je vais les appeler, alors, celui-là, c'était le vecteur, bon, je peux l'appeler aussi le vecteur R, et celui-là le vecteur S. Donc, déjà, RS est une famille génératrice de P. Les deux vecteurs ne sont pas collinéaires.
Donc, la famille est libre. Et du coup, RS est une base de P. Et bien sûr, comme cette initiale l'indique, sa dimension c'est 2, et donc c'est un plan vectoriel. Donc ça c'est très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire P stable par F? Ça veut dire, c'est équivalent à dire que quel que soit X appartenant à P, et bien tout simplement, F de X appartient à P. C'est-à-dire quand je prends un vecteur de P et je calcule son image, c'est-à-dire là j'ai mon plan P, si je prends un vecteur qui appartient à P, c'est-à-dire ça c'est le vecteur X, et bien quand je vais calculer F de X, et bien ça va être un vecteur qui appartient aussi à P. J'aurai jamais une image d'un vecteur de P qui va se trouver à l'extérieur de P. Donc voilà ce que ça veut dire. Alors, comment démontrer ça? Alors, il y a deux méthodes. La première méthode, je vais vous la dire oralement, et je vous laisse le soin de la faire, c'est que vous dites, si x égale à x, y, z, avec, donc la caractéristique, c'est que x moins y plus z égale 0. Donc là, vous êtes sûr de ça. Et donc, vous calculez son image par f, f de x, donc ça va être, eh bien, x', y', z'. Alors, x', c'est 3x moins 4y plus 8z, y', c'est ça, et puis z', c'est ça. Donc, vous calculez ça, et puis après, vous faites x' moins y' plus z'. Et bien, alors, par contre, attention, ici, on ne dit pas tout de suite que c'est égal à 0. On n'en sait rien. Ce vecteur, on ne sait pas encore s'il appartient à P ou non. Donc, il faut poser ça, remplacer x' par cette expression, y' par cette expression, et z' par cette expression. Faire les calculs, on fait les calculs, avec l'espoir, à la fin, que ça donne 0. Il ne faut pas tricher. Il faut vraiment mener les calculs jusqu'au bout pour montrer et prouver qu'à la fin, vous allez obtenir 0. Si vous ne faites pas comme ça, c'est faux. Vous n'avez rien démontré. Voilà. Donc là, normalement, vous pouvez faire comme ça. Ce qu'il y a, c'est que bon, dans cette situation, c'est simple, mais dans d'autres situations, ça risque d'être fastidieux. Donc, je vais vous donner une autre méthode pour le faire. Une autre méthode qui... alors, je garde ça, et puis j'efface uniquement cette partie-là. Alors, l'autre méthode, c'est quand on dit x appartient à P, et bien ça veut dire que x, comme ça c'est une base de P, ça veut dire x peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc ça va faire alpha r plus bêta s. Et du coup, quand vous calculez f de x, ça va faire f de alpha r plus bêta s, c'est-à-dire alpha f de r plus bêta f de s. Et donc, là, je pense que vous commencez à voir le secret de cette deuxième méthode. C'est-à-dire, au lieu de faire tous ces calculs, il suffit d'aller voir ces deux vecteurs, calculer leurs images, et si vous trouvez que f de r et f de s appartiennent à P, eh bien c'est bon, c'est gagné. C'est-à-dire, puisque comme P c'est un sous-espace vectoriel de R3, toute combinaison linéaire de vecteurs de P donne un vecteur de P. Voilà. Donc là, je vais l'écrire. Il suffit
il suffit alors de vérifier que f de R appartient à P et f de S appartient à P. Et bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ben, tout simplement, f de R, ça va faire f de 1, 1, 0. Alors, c'est un vecteur qu'on a vu tout à l'heure. Bon, on peut refaire le calcul, mais on va trouver moins 1, 0, qui est égal à moins R. Et si R appartient à P, moins R appartient à P. Donc, f de R appartient à P. Et puis après, je calcule f de S. Donc, c'est f de moins 1, 0, 1. Alors là, je vais faire les calculs. Donc, ça va faire moins 3 plus 8, ça va faire 5. Ensuite, moins 5 plus 10, ça va faire encore 5. Et puis là, ça va faire, attendez voir, ça va faire moins 1. Et puis plus 1, ça va faire 0. Et donc, on obtient 5 fois le vecteur R. Et donc, comme R appartient à P, 5 fois le vecteur R appartient à P, donc f de S appartient à P. Voilà. Et donc, conclusion, P est stable par F. Voilà.